Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la Cour internationale de justice a accordé à la Somalie la majeure partie de la zone maritime revendiquée par le Kenya. Décision rejetée par Nairobi. A noter que les décisions de la CIG s'imposent aux parties et sont sans appel, mais la Cour ne dispose pas de moyens contraignants pour les faire appliquer. La Banque mondiale accompagne le Cameroun dans ses projets de développement. L'institution bancaire va octroyer une ligne de crédit de plus de 200 milliards de francs CFA au pays pour la réalisation de 3 projets. Et puis au Sénégal, les écoliers ont retrouvé le chemin de l'école ce jeudi 14 octobre. Une rentrée scolaire sous fond de pandémie de Covid-19. Le gouvernement assure avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir son bon déroulement. Mais tout d'abord, la Cour pénale internationale ouvrira-t-elle un procès contre Mahamat Saïd Abdel Kani? Le procès de ce commandant rebelle présumé de la coalition Seleka s'est ouvert mardi 12 octobre à La Haye. Mahamat Saïd Abdel Kani aurait, selon le procureur de la CPI, joué un rôle dans les violences que la Centrafrique a connues en 2013. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment d'actes de torture, de disparition forcée et de persécution. Il a été remis à la CPI par les autorités de la République centrafricaine le 24 janvier 2021. L'accusation a demandé à la Cour de valider les charges contre lui. La Cour pénale internationale dispose désormais de 60 jours pour rendre sa décision. Le Kenya rejette la décision de la Cour suprême des Nations Unies dans le conflit maritime qui l'oppose à la Somalie. La CIG a tranché ce mardi 12 octobre en donnant raison à la Somalie. Pour rappel, Nairobi et Mogadiscio s'opposent depuis 7 ans sur le tracé de leurs frontières maritimes, revendiquant tous deux la souveraineté sur une vaste zone maritime susceptible d'abriter des gisements de pétrole et de gaz. Le point avec Joël Ballot. Dans le conflit maritime opposant le Kenya à la Somalie, la Cour suprême des Nations Unies a tranché en faveur de la Somalie en lui accordant la majeure partie d'une zone maritime de 100 000 km² de l'océan Indien, riche en pétrole et en gaz. Une décision rejetée par le gouvernement kenyan qui affirme exercer sa souveraineté sur la dite zone depuis plus de 40 ans. Si le Kenya n'est pas surpris par la décision, il est profondément préoccupé par l'importance de celle-ci et ses implications pour la région de la Corne de l'Afrique et le droit international en général. D'emblée, le Kenya souhaite indiquer qu'il rejette en totalité et ne reconnaît pas les conclusions de la décision. Aujourd'hui, tout le Kenya s'insurge contre cette décision de la Cour suprême des Nations Unies. Une décision jugée inappropriée et dont la nouvelle répartition pourrait entraver les relations diplomatiques et sécuritaires dans la sous-région. La décision de la Cour internationale de justice est un contretemps dans la recherche d'une solution pacifique entre la Somalie et le Kenya, deux pays qui ont déjà d'autres problèmes qui tendent leurs relations, notamment le problème de la reconnaissance du Somaliland par le Kenya, ainsi que certains problèmes que poseraient quelques réfugiés somaliens au Kenya. Maintenant, continuer par des voies judiciaires, parce que le Kenya a la possibilité d'aller au niveau du tribunal international du droit de la mer, n'est pas judicieux. Le mieux à faire serait de procéder à des négociations afin d'exploiter en commun cette zone économique exclusive. La Cour internationale de justice a rejeté le tracé de la frontière réclamé par le Kenya à partir de la côte, affirmant que celle-ci aurait eu un grave effet de coupure pour la Somalie. Le Kenya conserve toutefois une partie du triangle d'eau contesté entre les deux pays depuis 7 ans. Également dans l'actualité, le président togolais en visite d'amitié et de travail en Mauritanie. Les deux chefs d'État vont passer en revue des questions liées à l'actualité sous-régionale et internationale. La sous-région ouest-africaine qui justement reste marquée par la situation en Guinée où ce 12 octobre, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a mis à la retraite plus d'une quarantaine de généraux. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Credo Tété, journaliste togolais et directeur de la publication Le Médium. Bonsoir Monsieur Tété, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir Corinne, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Alors tout d'abord, Monsieur Tété, je voulais savoir quelle est votre analyse de la situation qui prévaut actuellement en Guinée? Je dirais que c'est une situation assez complexe.
ce n'est pas aisé, disons, la tâche qui incombe aujourd'hui au colonel président Doumbouya, mais sa dernière décision est à prendre aux deux extrémités. Le fait de mettre à la retraite, disons à la retraite anticipée, une quarantaine de généraux, certains peuvent juger, disons, cette démarche assez bonne parce que les informations nous disent que la tendance, c'était que les généraux qui étaient proches de l'ancien président Alpha Condé, donc il a voulu se séparer de ces généraux, bien que on nous ait également, ou bien il est accompagné et s'est mis à la retraite de conditions. Parce que si vous voyez, donc ils ont des avantages pour partir à la retraite avec un garde-corps par général. Donc ce sont des motivations qu'il a voulu faire, mais moi je crains beaucoup plus que ces généraux, une fois au dehors, ne soient pas, disons, des sources d'autres rebondissements politiques du côté de la Guinée. Est-ce que le colonel Doumbouya ne pouvait pas fonctionner, diriger le pays en se basant sur la force de l'armée guinéenne dans un premier temps et en surveillant ceux qui ont été étiquetés proches d'Alpha Condé? Est-ce que ce n'est pas la chasse à la sorcière ou bien aux sorciers? Parce que c'est une situation qui est un peu complexe. Et lorsque nous suivons ou bien nous occultons les décisions prises par la junte, donc on dirait qu'il y a une perpétuelle crainte d'un revirement de situation. Alors on parle ici de questions d'alternance démocratique, hein, question qui s'est toujours posée dans votre pays aussi, le Togo, souvent marqué par des crises politiques sur fond de contestation post-électorale. Où sont les réformes électorales censées vous éviter ce type de crise à l'avenir? Oui, il faut le dire, le Togo a une particularité, c'est que les acteurs politiques ont toujours trouver un temps pour s'asseoir, pour discuter dans le cadre d'un dialogue ou bien d'une concertation politique. Il y a quelques semaines, ou sinon quelques mois, un cadre a été mis en place par le gouvernement en accord avec la crème des acteurs politiques. C'est la concertation nationale des acteurs politiques qui a fait des propositions aussi bien sur les questions électorales que les réformes et également les réformes aux lois sur les manifestations publiques. Et une fois que les conclusions ont été données par ces différents acteurs, donc c'est passé du côté de l'Assemblée nationale. Et il y a environ 2 ou 3 semaines, l'Assemblée nationale a joué également sa partition en votant tel que, disons, retenu par les acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que du gouvernement. Les conclusions ont été votées. Mais ce que nous avons également constaté, c'est que bien avant, à la veille même de la conclusion des travaux de cette concertation nationale des acteurs politiques, il y a un parti politique qui a toujours crié haut et fort, mais qui est également adepte de la politique de la chaise vide. Donc je voudrais parler du parti l'Alliance nationale pour le changement de M. Jean-Pierre Fabre, qui a quitté, disons, la table de discussion politique la veille de la signature. Mais cela n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce qu'on ne peut pas avoir participé durant des mois aux discussions et le rôle que l'ANC a eu à jouer au sein même du comité restreint que de la plénière ne peut pas l'excuser aujourd'hui d'avoir eu cette posture. Malgré ça, les travaux ont continué et l'Assemblée nationale a fait le vote la dernière fois des réformes. Et là, quelle a été la surprise des Togolais? Donc, c'est de voir le rebondissement du parti de M. Jean-Pierre Fabre, l'ANC qui vient, qui dans un communiqué assez laconique, est parti jusqu'à taxer les partis politiques de l'opposition qui sont aujourd'hui au Parlement d'affider du pouvoir. Donc, on a comme l'impression qu'au Togo, ou bien lorsque vous voulez être dans le sillage de l'ANC, lorsque l'ANC n'est pas au Parlement, donc il n'y a pas de parti d'opposition parlementaire. Donc ça, c'est une mauvaise posture. Et l'ANC a également critiqué le découpage électoral. Donc moi je dis, c'est faire preuve de mauvaise foi parce que le travail se fait sur le terrain. Si vous êtes sûr d'avoir une base électorale, donc vous allez sur le terrain, vous proposez votre programme de société
quitte aux électeurs de vous élire. Mais également, on a noté une certaine agitation d'épouvantail de l'ANC à propos de la fraude, parce que c'est la répétition. On a l'impression que vous avez l'ANC vraiment en grippe. Non, je n'ai pas l'ANC parce que c'est l'ANC même qui s'est mis en vedette en sortant un communiqué. Et dans ce communiqué, ils ont au niveau de ce parti porté des griefs contre les réformes qui ont été actées du côté de l'Assemblée nationale. Par exemple, le dernier exemple pour clore ce sujet, sur la composition de la CENI. Sur la composition de la CENI, l'ANC va jusqu'à dire que sur les 17 membres, 12 sont du parti au pouvoir. Et les 12, vous savez comment l'ANC l'a défini? 7 qui sont de la majorité parlementaire, donc du parti au pouvoir, 4 qui sont de l'opposition parlementaire et un représentant de l'administration. Donc ça fait le chiffre 12. Et l'ANC entend, ou bien l'ANC se dit que les 12 là sont uniquement du parti au pouvoir uni. Alors, donc pour ça, terminer, qu'est-ce que vous préconisez justement au vu de la situation en Guinée ou des tensions qu'il y a eu dans d'autres pays au Mali? Qu'est-ce que vous préconisez justement pour éviter ce type de situation au Togo? Non, je ne dirais pas que la situation qui a prévalu en Guinée ou bien qui prévaut en Guinée a une certaine similitude avec le climat sociopolitique togolais. Mais au Togo, nous avons l'avantage, nos acteurs politiques, même s'ils s'envoient des balles, donc ils ont toujours cette opportunité de s'asseoir. Et ce qui vient de se passer la dernière fois à l'Assemblée nationale, en votant les réformes telles que proposées par les acteurs politiques de tous bords, donc je crois que c'est une leçon pour la démocratie africaine. Merci beaucoup, Monsieur Tété, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Fureur et indignation après la mort d'une fillette ce jeudi matin à Boya, dans le sud-ouest du Cameroun. Selon des médias locaux, un gendarme aurait ouvert le feu sur une voiture conduite par une mère de famille qui emmenait sa fille à l'école. La balle a mortellement touché la fillette âgée de 4 ans qui se trouvait sur la banquette arrière. La situation a dégénéré par la suite. Le gendarme a violemment été pris à partie par la foule et a succombé aux coups administrés par celle-ci. Le gouverneur et les autres autorités de la ville mettent tout en œuvre pour faire retomber la pression et la colère de la population. Toujours au Cameroun, les autorités vont bénéficier d'un appui financier de 236,5 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour la réalisation de 3 projets de développement. Des projets qui visent à améliorer la sécurité alimentaire dans la vallée de la Benoué, promouvoir l'égalité d'accès à un enseignement secondaire et professionnel de qualité et accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Joël Ballot. Pour favoriser la croissance économique, la Banque mondiale a octroyé au Cameroun une subvention de 236,5 milliards de francs CFA à travers la signature de 3 accords. Ce financement est destiné à des projets visant respectivement à améliorer la sécurité alimentaire dans la vallée de la Benoué, à promouvoir l'égalité d'accès à un enseignement secondaire et professionnel de qualité et à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Les progrès obtenus par le Cameroun ces dernières années se sont trouvés menacés par la pandémie Covid-19. À travers ces projets, nous nous engageons à renforcer notre partenariat afin d'améliorer la vie de millions de Camerounais et d'accompagner le pays vers une reprise verte, résiliente et inclusive. Financé à 117,9 milliards de francs CFA, le projet Viva Benoué s'inscrit dans l'amélioration de la production agricole dans les parcelles culturales de la vallée de la Benoué. Le projet SWED 2 vise à rehausser d'au moins 10% le taux de maintien des filles au secondaire dans les zones d'intervention du projet. Et pour le projet PADES, il s'agira de renforcer les capacités des personnels d'encadrement et formation de nouveaux enseignants du secondaire général et de mettre en place un fonds compétitif de développement des compétences. La Banque mondiale, pour réussir cela, devra accompagner le projet d'un dialogue public-privé profond, local, et aussi d'une association des jeunes filles dans le développement de l'entrepreneuriat. Il faut développer de nouvelles niches agricoles visant à réduire la fraction de la pauvreté, surtout en zone rurale et au travers de l'agriculture, l'élevage et aussi de la pêche.
Avec ce nouvel engagement, le nombre de projets en cours de mise en œuvre passe de 15 à 18 pour une enveloppe estimée à 1649,8 milliards de francs CFA et accroît ainsi le volume du portefeuille de la Banque mondiale de 23,7%. En rappel, la Banque mondiale est le premier partenaire au développement du Cameroun en termes de concours financiers et en particulier dans le secteur de l'énergie. Au Sénégal, après les enseignants le 11 octobre, les élèves ont à leur tour repris le chemin des classes ce jeudi 14 octobre. Une rentrée scolaire sous fond de pandémie de Covid-19. Le gouvernement s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que cette année scolaire puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Aïssa Toubari. Au Sénégal, la rentrée pour l'année scolaire 2021-2022 a été officiellement lancée le 14 octobre 2021. Le chef de l'État, Macky Sall, a invité les ministres en charge de l'éducation à prendre toutes les dispositions permettant de garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles sur toute l'étendue du territoire. Une nouvelle rentrée sous l'ombre du Covid-19. Il est vrai que toutes les régions du Sénégal ont reçu leur dose, mais dans le contexte actuel, nous allons travailler avec une stratégie de ciblage plus affinée dès la rentrée scolaire. Nous allons nous assurer que chaque enseignant qui vient en classe est vacciné. C'est extrêmement important pour notre stratégie. De plus, à mesure que les universités rouvriront, nous allons nous assurer que chaque étudiant soit vacciné. Les autorités au compte de cette nouvelle année prévoient le recrutement de 5 000 enseignants, en plus du recrutement annuel de 3 700 sortant des écoles de formation. Une mesure qui permettra de pallier le déficit en personnel enseignant dont le Sénégal est confronté. L'État a également prévu un budget de 10 milliards de francs CFA pour financer la confection des tenues scolaires. Je voudrais donc, à l'entame de l'ouverture des classes, souhaiter à tous les enseignants du Sénégal, aux élèves du Sénégal aussi une bonne rentrée scolaire et une bonne année scolaire. Mais autant le dire très rapidement, la sérénité de l'année scolaire dépend de la réaction du gouvernement du Sénégal par rapport au protocole d'accord signé le 30 avril 2018, parce que depuis lors, bien entendu, nous avions attendu parce qu'il y avait la pandémie, mais nous nous sommes rendus compte quand même qu'il y a des questions qu'on aurait dû régler même durant cette pandémie. L'autre élément, c'est que nous avions beaucoup appelé à des rencontres, surtout de monitoring, durant les vacances pour que nous puissions en tout cas régler certaines questions avant les ouvertures. Le gouvernement ne l'a pas fait non plus. En tout cas, les enseignants sont très déterminés cette année à faire aboutir les accords qu'ils ont signés déjà. Et c'est la raison pour laquelle cela n'augure pas du tout une année stable. Et si le gouvernement ne change pas l'orientation prise jusque-là, nous allons vers une année très perturbée. Autre mesure forte pour le bon déroulement de l'année académique 2021-2022, c'est la reprise des négociations avec les organisations intersyndicales dont les grèves à répétition avaient fortement impacté le bon déroulement des cours. À la sortie de ces concertations, les différentes parties espèrent aboutir à une année scolaire et académique apaisée avec zéro perturbation. L'actualité sportive à présent. La FIFA lève la suspension de la Fédération de football du Tchad. Cette suspension avait été prononcée pour ingérence du gouvernement dans l'instance du football tchadien suite à la dissolution de la FTFA actée par le ministre de la Jeunesse et des Sports du pays au mois de mars 2021. Ce retour à la normale suscite des satisfactions dans le pays. Le point avec Roberto Bagbe. 6 mois dans l'impasse avant que n'arrive le communiqué de la Fédération internationale de football association aux allures de libération pour le football international tchadien le 12 octobre. Jusqu'à cette levée de suspension, les équipes représentatives et les clubs de la FTFA n'avaient pas le droit de participer à des compétitions internationales. Aucun des membres ou officiels ne pouvait bénéficier de programmes de développement, cours ou formation de la FIFA. Le bureau du conseil de la FIFA a décidé de lever la suspension de la Fédération tchadienne de football avec effet immédiat. Suite à la levée de cette suspension, une mission conjointe FIFA-CAF sera déployée en N'Djamena sans délai pour faire suite aux discussions avec la Fédération tchadienne de football et le gouvernement tchadien. Après la dissolution de la FTFA, la Fédération tchadienne de football, les autorités gouvernementales ont rétabli les pouvoirs délégués de l'institution.
Elles ont également abrogé leur décision de créer un comité national pour la gestion temporaire du football. Les locaux de la FTFA sont à nouveau sous le contrôle du président Mokhtar Mahamoud. Des raisons qui ont pesé sur la décision de la FIFA. Un retour à la normale qui réjouit les autorités. Le gouvernement du Tchad et la FIFA, après plusieurs échanges, ont décidé de lever de manière graduelle les mesures, notamment du côté du gouvernement, abroger tous les actes qui ont été pris, et du côté de la FIFA, lever la suspension en vue de redynamiser le football. C'est un pas considérable et nous remercions et surtout reconnaissons la franchise avec laquelle ces échanges ont mené à cette situation actuelle. Après cette interdiction, une mission dont a été dépêchée que j'ai reçue après les échanges avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Et ces échanges ont donc permis d'étaler sur les perspectives que le ministère a dans le domaine du développement du football et les causes qui ont mené à la situation qu'a subi le football tchadien. Rappelons qu'après la dissolution de la Fédération tchadienne de football par le gouvernement, la CAF a disqualifié le pays des 2 derniers tours de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de janvier au Cameroun. Une mesure sans conséquence dans les faits, le Tchad n'ayant raté aucun match de compétition. La sélection nationale a été éliminée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au premier tour en 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.